va débuter donc l'atelier de prise de parole au féminin. Je vais commencer par me présenter, si ça te va bien. Bonjour, je m'appelle Henri, non, je m'appelle Claire Louera. Je suis en fait chargée de mission à Loire-Atlantique Développement. Je m'occupe des rencontres pro. Et aussi, j'ai une boîte à côté de mon job salarié qui s'appelle le doux nom de Clalou. J'ai cherché hyper longtemps, en fait. Ah, Claire Louera, Clalou, ok. Donc voilà. Et je vais laisser Cécile se présenter, puis après on vous redira un petit peu le préalable de notre atelier en fait. Du coup, moi je suis Cécile, je suis directrice de clientèle pour l'agence My Destination et féminazie convaincue du coup. Et c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour tous vous convaincre que le féminisme c'est cool et surtout qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque de vie ou de mort à prendre la parole et que ce serait hyper cool si aux prochains ET, vous étiez toutes intervenantes. Bah, en fait, voilà, c'est le constat qu'on s'est fait. En fait, on fait plusieurs événements et en fait, à chaque fois, on se dit merde, il y a des tables rondes d'hommes, des ateliers d'hommes, c'est toujours les hommes qui prennent la parole. De plus en plus, il commence à avoir des femmes, etc. Mais on se disait, bah merde, quoi, mais pourquoi ça se passe comme ça là? Pourquoi il y a une sorte de men's club là qui se crée partout dans les événements et c'est toujours plus ou moins les hommes qui prennent la parole. Donc on se dit avec Cécile, il faut qu'on organise un atelier sur ça, en fait, sur les ressorts psychologiques. Qu'est-ce qui fait que on ne prend pas la parole, et qu'est-ce qui fait que la société patriarcale nous coupe un peu aussi l'herbe sous le pied pour prendre la parole. Donc on se dit, on a envie d'échanger avec vous là-dessus, en fait. On a dessiné quelques concepts, on a envie d'en échanger avec vous, si vous avez des retours d'expérience, des remarques, etc. C'est vraiment dans le constructif, on ne souhaite pas faire en fait une présentation très scientifique avec plein de chiffres, etc. On a juste envie d'échanger avec vous, aussi que vous nous disiez vos ressentis. Et puis voilà, quoi, en fait. J'avais envie de dire ça. Et on est contente que Ludovic nous propose donc, cet atelier militant, parce que oui, c'est un atelier militant. Enfin, vraiment. Ah oui, c'est J'ai passé les slides d'intro. Ouais. On a dit on reste habillé. Aujourd'hui. Peut-être à la fin, on ne sait pas. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. On s'attend encore. Ouais, voilà. Mais vraiment, on a vraiment envie que voilà, il y ait plus de femmes qui prennent la parole. Donc on y va. Et c'est pas juste de se dire bah faites-le. C'est un ressort qui est un peu plus compliqué que ça et c'est aussi ça qu'on avait envie d'expliquer aujourd'hui, que c'est pas juste bah pourquoi vous prenez pas la parole, enfin allez-y. Et en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a quand même des ressorts structurels assez forts et c'est ça qu'on a envie d'expliquer et d'échanger et de se dire que bah il faut y aller quoi. Et si on n'a pas envie d'y aller, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors après il y a des gens qui aiment pas prendre la parole et c'est homme ou femme et c'est ok, mais de se dire que bah, si vous êtes là c'est que ça vous intéresse et que vous avez envie aussi peut-être d'y aller, et l'idée c'est qu'on vous donne un petit peu des clés pour faire ça. Alors on a une précaution d'usage un peu comme dans les aéroports, quand on dit les hommes, on ne parle pas de personnalité individuelle, on parle d'une catégorie sociale structurelle, donc c'est pas la peine de venir nous voir après l'atelier pour dire oui mais moi je suis quelqu'un de bien. Je parle pas pour les deux hommes qui sont juste là pour le coup. Mais ça m'est déjà arrivé après un atelier, donc je préfère le préciser, comme ça, voilà, il n'y a pas de malaise, tout le monde est au fait. Alors c'est ce qu'on se disait aussi, en fait dans les événements on se dit bah, des organisateurs il y en a beaucoup d'hommes, hein, donc ils invitent aussi plus facilement peut-être des pairs masculins, mais aussi parce que les femmes elles refusent de prendre la parole, c'est-à-dire que quand en fait on appelle, enfin moi je l'ai aussi dans ma pratique professionnelle, quand j'organise des rencontres, en fait je vais appeler aussi des femmes pour prendre la parole, et on va me dire ah non, il y a une personne qui est peut-être qui sera mieux en parler que moi, c'est mon homologue Jean-Michel, et on est à merde, non quoi, enfin juste non, ne dites pas. Alors déjà Jean-Michel, non, mais juste, en fait, on renvoie toujours, les femmes vont un peu plus facilement renvoyer vers un homologue masculin parce qu'elles se disent non, je vais pas avoir la légitimité pour parler, ça va être compliqué, etc. Donc c'est ça qu'on trouve dommage en fait, c'est que c'est pas simplement aussi les hommes qui vont faire appel à d'autres hommes, c'est aussi les femmes qui vont refuser de prendre la parole. Enfin, ça, voilà, je pense que c'est ok pour tout le monde, mais on se le rappelle juste comme ça, on a ça en tête. Et de se dire je vais être moins bien que Jean-Michel. Vous êtes toutes loin d'être moins bien que Jean-Michel. Enfin, regardez Jean-Michel 2 secondes, hein. Il est pas incroyable non plus. Hein. Donc ça, c'est un peu ce qu'on veut qu'il arrive lundi. Voilà, donc à l'Office de tourisme du Féministan, une conversation tout à fait normale entre deux personnes de l'accueil qui font bien sûr du yoga et du surf comme toutes les femmes sur leur temps de travail. De se dire oh bah dis donc, est-ce qu'on n'appellerait pas Ludo pour lui proposer d'intervenir ?
Oh bah ouais, carrément. Voilà, c'est la conversation qu'on veut qu'il arrive lundi, quand vous serez de retour au bureau. Pourquoi on fait cet atelier? 3 propositions. Ah, voilà, donc on a un caout. Non. On va faire un petit quiz, sondage, voilà, pour évaluer. Ça. Non. L'idée, c'est vraiment de se dire que on fait ça surtout parce qu'on a envie qu'il y ait plus de femmes l'an prochain aux ET, parce qu'on a envie que les femmes prennent leur place dans l'espace public, même si ça a l'air très effrayant et très dangereux, ça l'est parfois, mais là, dans ce cas-là, ça l'est pas trop. Et de se dire que voilà, il faut comprendre les ressorts aussi pour ça. On fait aussi cet atelier pour les hommes qui managent des femmes. Il y en a pas beaucoup aujourd'hui, moins que ce qu'on espérait, mais pour justement qu'ils comprennent aussi les ressorts qui se jouent là-dedans, en fait, et de se dire ah ben relou, j'ai demandé à Micheline d'intervenir, elle a dit non, elle est chiante. Alors non. C'est pas aussi simple que ça, et de comprendre en fait ces ressorts-là. Donc on espère qu'il y aura beaucoup d'hommes qui verront cet atelier en replay. On compte beaucoup sur le replay du coup. De quoi est-ce qu'on va parler? Un petit point sur pourquoi les hommes prennent la parole, un petit point sur pourquoi les femmes ne la prennent pas, et puis voilà, on a envie aussi que ce soit un atelier où il y a de l'échange, où vous nous fassiez part de vos ressentis. C'est un peu un cercle des femmes, désolé Seb et Cédric, pardon, on vous a leurré pour que vous arriviez jusqu'à ici. Et puis après, on s'est dit qu'on ferait un petit point avec des exercices d'impro un peu chouettes. Alors vous n'êtes pas obligé de participer, mais si vous êtes là, c'est que vous avez un peu envie, donc lancez-vous. Et des petits tips à la fin qu'on pourra échanger sur des petites choses, sur comment c'est plus facile de prendre la parole, parce que de façon transparente, on est pétrifiés d'être là, nous aussi. Il n'y a pas de secret. Tout le monde a peur de prendre la parole, hommes ou femmes. Je pense que c'est quelque chose qui est assez instinctif. Mais on a envie de le faire quand même. Et on se bat contre nos propres démons intérieurs. On en parlait encore hier soir, de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi on fait cet atelier? Et en fait, non, on le fait parce que c'est cool, parce que c'est intéressant et parce qu'il faut le faire. En plus, on l'a vraiment joué à la façon mec quand on a présenté l'atelier à Ludo. Ouais, on a vraiment le contenu, c'est hyper prêt. On a tout prêt. Ouais, on a tout prêt, tu nous programmes. Évidemment, ça fait genre juste 5 ans, quoi. Donc on s'est dit, mais on y va. Même si le contenu n'était pas prêt, on s'est préparé pour aujourd'hui et c'est le principal. Parce qu'on est légitime et même si certains pensent qu'on n'est pas légitime, et encore je pense pas, c'est de se dire qu'on a un truc à dire et rien que ça, en fait, ça fait la légitimité et il faut pas se poser la question plus que ça. Vous avez quelque chose à dire, peu importe que ce soit argumenté avec des milliards de chiffres, que vous soyez hyper à l'aise, vous avez quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à dire, et il faut le dire, et c'est ça qui fait la légitimité. Un petit point sur le syndrome de l'imposteur, ça commence très très fort. Je vous passe les détails de la théorie. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est de se dire ah ouais, mais moi je suis pas capable. Moi je suis quand même, j'ai un travail, je suis payée pour ça, j'ai des missions, mais je leurre tout le monde autour de moi, je suis quelqu'un de complètement incompétent. Et ça, c'est un vrai truc qui est hyper ancré, alors encore une fois, dans plein de monde, mais surtout chez les femmes, puisque 75% des femmes disent en être victimes, et 50% des femmes le pensent. Alors après, les hommes peuvent aussi être touchés, mais encore une fois, c'est pas le sujet de cet atelier. Le sujet, c'est les femmes. Et de se dire, typiquement comme sur l'illustration, une personne qui a 150 diplômes et qui va dire oh ben non, mais 5-10 minutes, moi je suis pas très... j'ai fait 2-3 trucs, mais bon, je l'ai fait comme ça, c'est pas... Et en fait, ça, c'est cette peur d'être démasqué par la société, un peu comme dans Scooby-Doo, on enlève son masque et... Oh, mais en fait, je suis une personne incompétente. En fait, ça n'arrive pas. C'est quelque chose qu'il faut dépasser, qui est dur à dépasser, et encore une fois, on l'a toutes. Et de se dire que la société accorde peut-être plus de crédit à la parole masculine, mais c'est pas pour ça que vous êtes incompétente. Encore une fois, on parlait de légitimité. Si vous avez quelque chose à dire, et c'est ce qui fait de vous la légitimité. Vous avez aujourd'hui un travail, des gens vous payent pour faire ce que vous faites. C'est ça la compétence en fait. Il n'y a pas d'autre définition. Vous êtes compétente. Et donc, un petit peu de stats. À la télévision, 15 femmes apparaissent en tant qu'expertes, 39 hommes en comparatif dans l'exercice de leur profession. Et les femmes sont plus représentées dans les relations familiales, bien sûr, ou dans le rôle de témoin ou de victime. Et ça, c'est assez édifiant parce que c'est une histoire de représentativité, c'est des choses qu'on voit. Et si on voit ça, on se dit, on le transpose à soi-même, du coup, c'est la réalité. Et c'est que moi, je ne suis pas compétente en tant qu'experte.
Et c'est les hommes qui sont experts, parce que c'est les hommes qui sont à la télé pour proposer leur expertise. Et souvent, même à la télé, quand c'est une femme qui est experte, bah, en gros, le débat, c'est on va essayer de la faire sortir de ses gonds et ça va être super marrant. Et à la fin, tout le monde va dire qu'elle est hystérique. Et alors, on va essayer de plus faire ça maintenant, s'il vous plaît. Alors là, on a mis une petite illustration. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Genre, tu t'écris tout ce que tu as à dire, etc. Donc là, ainsi puis-je justifier la valeur de mon hypothèse. Oui, on est hyper à l'aise. Et d'un coup, là arrive le moment de l'oral. Et donc, en fait, bref, voilà. Là, on a les moins moites, on a la voix qui baisse, et on se dit vite que ma phrase finisse dans la minute, dans la seconde qui passe. Ça vous est déjà arrivé ? Ok, bon, c'est rassurant. Et en fait, il y a toujours un peu cette question de confiance chez les femmes. Vraiment, ce truc de se dire, mais comment je vais faire aussi pour montrer le travail fait ? C'est pas simplement de se dire, voilà, je vais prendre la parole, etc. C'est une mise en scène aussi de plus en plus, la prise de parole. Enfin, on le voit en fait, rien que sur les formats qui sont proposés par les ET, les 15 minutes chrono, etc. C'est pas simplement, voilà, juste être à l'aise à l'oral. C'est aussi une mise en scène de soi en fait. Et c'est aussi une sorte, voilà, on rentre soit dans un rôle, soit on essaie d'être naturel, mais c'est violent. C'est un peu violent aussi pour les femmes, et même lors des oraux de concours, etc., de concours voilà, de différentes écoles, et ben, on va demander à ce que les femmes et les hommes prennent la parole, mais on va aussi leur demander d'avoir de la personnalité, d'avoir du bagou, de sortir, enfin, d'avoir un peu plus que de la confiance en soi. Donc ça, c'est un peu difficile aussi pour la prise de parole, d'avoir aussi toute cette mise en scène qui est un peu, des fois, plus complexe aussi pour les femmes, mais on va revenir après sur ces autres concepts après. Alors, il y a aussi la question du succès. Ça, Amélie de Ronceret en avait très bien parlé dans son 15 minutes chrono. En fait, l'idée, c'est qu'aussi les femmes qui réussissent, elles sont mal vues. Plus mal vues. Alors j'avais, mais du coup, je ne sais plus si je l'ai ressorti. Mais non, je ne l'ai pas ressorti. Enfin, un petit texte à vous lire, mais je l'ai oublié, pas bien. Mais vraiment, l'idée, c'est que, en fait, les hommes, ils s'attribuent leur propre succès. Ils se disent, ouais, ça c'est grâce à moi. Je ne sais pas si vous avez vu Snoop Dogg qui a eu un prix il y a 3 ou 4 ans. Et le mec, il se congratule pendant 1 minute. Il dit, ouais, je me remercie, merci d'être moi-même, merci d'être là, merci du travail. Ok, ça c'est ok, ça fait marrer le monde, quoi. Mais les femmes, elles ont toujours l'impression que c'est selon des facteurs extérieurs. Elles ont toujours l'impression que ce n'est pas grâce à elles et grâce au travail qu'elles ont fait. Donc ça, c'est déjà un premier point. Alors, non seulement, voilà, la prise de parole, elle est difficile pour les femmes, mais aussi, quand elles prennent la parole, elles peuvent aussi être bousculées. Quand, dans des prises de parole collectives, etc., elles sont aussi moins écoutées. Par exemple, l'exemple précis, c'est les femmes politiques. Là, on le voit, on a un exemple en tête. Alors, 2016, ça date peut-être un peu, mais les primaires du centre et de la droite, Nathalie Kousko-Morizet, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, elle s'est fait couper la parole au moins 2 à 3 fois plus que ses congénères masculins, et même les présentateurs hommes lui ont coupé la parole je ne sais combien de fois. Ah, c'est affreux. De l'autre côté de la mer, on a Hillary Clinton, Donald Trump. Bon, voilà. Bon, Hillary Clinton lui a coupé la parole à peu près une dizaine de fois, Donald Trump 50 fois. En fait, il existe des applications qui comptent ça, comme ça, les petites interruptions, là, les petites micro-pratiques comme ça, où l'homme, il va couper la parole aux femmes. Parce que ça nous est tout arrivé, en fait, d'avoir un homme qui nous coupe la parole, dire attends, je vais expliquer, genre, je vais traduire les propos. Je vais clarifier parce que ce voilà. que tu dis, c'est pas super clair. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Et encore une fois, c'est pas une histoire de se dire les hommes qui font ça, c'est vraiment des gens méchants par essence. C'est juste en fait la société qui instaure un espèce de truc où c'est ok pour un homme de prendre la parole et de prendre l'espace, là où pour les femmes, bah, c'est un peu plus compliqué. Et on a plein de slides pour vous le démontrer. Donc ça, le man-interruption, on avait un autre concept aussi qu'on avait envie de vous expliquer, le mansplaining. Est-ce que vous connaissez ça ? Non ? Ok. C'est vraiment l'homme qui va expliquer à une femme une expertise dont qu'elle peut être encore plus experte que lui, ou un domaine où lui, de toute façon, il n'aura jamais d'expertise en la matière. Exemple très concret. L'année dernière, j'étais enceinte. Là, j'arrive à une rencontre pro, etc., complètement essoufflée et tout. Je dis, oh là là, j'ai super mal au dos, mais vous allez me faire crever, etc. Et là, j'ai un partenaire professionnel qui me regarde, mais c'est pas une maladie. Et là, quoi ?
En fait, là, tu es juste en train de m'expliquer ce qu'est la grossesse, toi qui es un homme de 57 ans qui ne vivra jamais en fait cette situation. Et ça, c'est juste d'une violence inouïe en fait. En fait, et c'est ça, le mansplaining, c'est un homme qui va expliquer à une femme une situation qu'il ne vivra jamais. L'harcèlement de rue, que ce soit les grossesses, que ce soit le cycle prémenstruel, mais c'est juste insupportable et violent. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Après, si vous avez envie de partager aussi des anecdotes, c'est open, mais c'était affreux. Voilà. Oui, et puis c'est aussi, même au-delà des expériences personnelles, des expériences professionnelles. J'avais vu un échange sur Twitter d'une astrophysicienne renommée qui a vraiment des diplômes, elle bosse pour la NASA, vraiment c'est une pointure dans son milieu, elle sait ce qu'elle dit. Elle fait un tweet alors, assez pointu sur, je sais plus, une étoile ou quelque chose comme ça. Et un homme lui a répondu « Non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Parce que là, tu es en train de pas être... très juste dans ce que tu dis. » Et elle lui a répondu « Bonjour, je suis astrophysicienne. Vous êtes un monsieur de Twitter. » Et vraiment, c'est exactement ça. C'est de se dire, mais pourquoi en fait? Et jamais cette personne-là se serait permis d'avoir cet échange-là si ça avait été un homme qui s'exprimait, parce que de suite, c'est un homme, il a dû réfléchir. Je pense qu'il sait ce qu'il dit. C'est bon, j'ai retrouvé mon texte. Alors... j'ai envie de vous faire un petit exercice. Alors attention, je vais essayer de ne pas me prendre le pied dedans. J'ai envie de vous faire un petit exercice qui avait été fait à l'université de... je ne me rappelle plus l'université. Oui, je veux bien que je te mette la slide, juste que je me rappelle de l'université. C'est même pas écrit. Bon, tant pis. Bref, Harvard. Ils ont fait un exercice, en fait, où ils ont présenté 2 cas d'un homme entrepreneur, une femme entrepreneur, et voir un petit peu les retours des étudiants, qu'est-ce qu'ils en pensaient, en fait, à la description de l'entrepreneur. On va jouer le jeu ce matin. Alors, je vous lis le premier exemple. Howard Rosen fait partie du gratin de la Silicon Valley. Cet ex-entrepreneur en haute technologie, ancien cadre chez Apple, est aujourd'hui un prospère investisseur en capital de risque. Reconnu pour son charisme, ami des riches et des puissants, il n'a jamais hésité à mettre à profit son vaste réseau de contacts pour propulser sa carrière. OK ? Heidi Rosen fait partie du gratin de la Silicon Valley. Cette ex-entrepreneuse en haute technologie, ancienne cadre chez Apple, est aujourd'hui une prospère investisseuse en capital de risque. Reconnue par son charisme, amie des riches et des puissants, elle n'a jamais hésité à mettre à profit son vaste réseau de contacts pour propulser sa carrière. Est-ce que vous avez un effet un peu sur les 2 descriptions? C'est les mêmes, hein? Est-ce que vous avez un effet quand on parle d'un homme ou d'une femme? Ouais? Ça vous fait un effet? Genre on se dit, oh, elle a couché. Non, mais... Alors moi, c'est lequel? C'est Howard. Alors moi, je l'imagine petit, chauve, un peu gras, mais quelqu'un qui a un peu une bonhomie et qui serre des mains et qui est super content. Heidi, je l'imagine grande et lancée avec des talons et impitoyable. Et alors, ça ne le fait pas à tout le monde, bien sûr, mais il y a un vrai truc de fond de se dire que exactement le même texte, lu exactement de la même façon, en fait, de manière générale, les gens trouvent que Howard, il est trop cool, et que Heidi, bon, calme-toi un peu, Heidi, elle est un peu tendue, Heidi. Ah ouais. La réussite des femmes, ça va un peu plus déranger. En fait, ils avaient fait aussi des expériences dans d'autres universités américaines, donc désolé, je vais me tromper, alors je préfère pas dire l'université. Mais enfin, bon, bref, où aussi ils avaient présenté 2 CV, un CV masculin et un CV féminin, pour exactement le même type de compétences. Naturellement, on allait donner plus de salaire à un homme et moins de salaire à la femme, mais pour exactement le même poste. Mais ça, c'est de vraies expériences de sciences de comportement. Voilà, on va avoir des sortes de biais cognitifs où en fait, les femmes, le succès des femmes, il est plus mal perçu. On s'attend à ce qu'elles restent plus discrètes en fait, plus dans le bien-être général, etc. Pas forcément qu'elles se mettent en avant. Même, il y a aussi des expériences qui ont été faites aussi sur les entretiens d'embauche. Ça va gêner quand les femmes elles vont négocier leur salaire, quand elles vont vraiment être dans le manque de modestie. Ça va être un peu plus difficile en tout cas à vivre pour les recruteurs. On avance un petit peu sur une autre partie, c'est pas toi, c'est le patriarcat. Donc se dire que voilà, maintenant qu'on a ces faits-là de ok, les femmes prennent moins la parole, les hommes prennent plus la parole et il y a des ressorts de société, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Le plafond de verre, très classique, c'est ségrégation professionnelle. Les femmes, c'est plus du soutien opérationnel et un peu moins des dirigeantes. Plus l'entreprise est grande, moins il y a de chances de voir des femmes occuper des
des fonctions un peu de dirigeante. Et on vous a mis en exemple la biographie Wikipédia de une femme. Puisque du coup, quand les journaux parlent de succès de personnes féminines, c'est une femme a eu un prix Nobel, une femme est partie dans l'espace, une femme est née dans l'Ohio. Et du coup, en fait, il y a des gens qui se sont amusés à faire une vraie page Wikipédia, alors humoristique bien sûr, où du coup, voilà, la date de naissance d'une femme n'est pas connue avec certitude, mais il est certain qu'elle est déjà un homme préhistorique. Et qu'à cette époque, la place d'une femme est à la chasse. Donc, et en fait, ça détaille un peu tout. Donc, une femme a eu un prix Nobel, elle est allée sur la Lune, et en fait, c'est presque une vraie personne, puisque les femmes ne sont jamais nommées, ou alors seulement par leur prénom, contrairement aux hommes, et de se dire que, bah, en fait, leur seul accomplissement, c'est d'être une femme, et en plus d'être compétente. C'est quand même deux choses sympas, hein, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Donc on vous a mis un petit témoignage d'une personne qui était partie. Ouais. Ainsi, quand je suis revenue de mon 2e congé de maternité pour les jumeaux, je n'avais plus rien à faire. Et quand je m'en suis étonnée auprès de mon supérieur, il m'a expliqué que tout le monde pensait qu'avec 3 enfants, je n'allais pas revenir dans l'entreprise. Jamais je n'avais évoqué une quelconque envie d'arrêter de travailler. J'ai été tellement choquée que je n'ai pas su quoi dire et j'ai démissionné pour trouver un poste ailleurs. Dans ce sens, le plafond de verre porte très bien son nom. On s'y cogne, il nous bloque, mais on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, je réalise que j'en ai bavé plus qu'un homme pour arriver au même poste. On avait juste envie de partager cette histoire. Très édifiant. On va avancer un peu parce qu'on a très envie de vous faire des trucs et des ateliers d'impro après. Donc le tuyau percé, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept, encore une fois, qui est assez édifiant sur le fait que la proportion des femmes tend à diminuer au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie. Donc c'est un vrai concept, le tuyau percé, c'est-à-dire qu'on part des personnes qui ont un bachelor, 53, qui ont un master, ok, toujours 53, doctorat, 43, recherche, 28. Et en fait, ça s'égrène comme ça au fur et à mesure. Et en fait, typiquement, de se dire que si les femmes ne sont pas au pouvoir, elles sont pas là pour faire changer les choses de façon structurelle à toutes les autres échelles. Et du coup, en fait, on est dans un espèce de cercle. Bienvenue dans le patriarcat. Et il y a des vrais chiffres là-dessus. C'est pas nous qui nous montons la tête. C'est qu'aujourd'hui, il y a 37% des entreprises qui comptent toujours moins de 2 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations. Et il y a un seul groupe du CAC 40, Engie, qui est dirigé par une femme, à rajouter à sa page Wikipédia, Catherine McGregor. Donc encore une fois, c'est des chiffres qui sont parlants, on n'invente rien. Si vous le pensez aussi, il ne faut pas vous dire que vous êtes folle et que vous êtes parano et que bon, en vrai ça va, et bon, l'égalité, on est à ça d'y être. Non, il y a des vrais trucs et des vrais ressorts, et c'est important de les comprendre pour s'en affranchir et se dire, ok, je sais qu'il y a ça, je vais aller au-delà et je vais faire changer les choses. Et on vous conseille de regarder les 15 minutes chrono d'Amélie de Ronceret aux ET15, qui donnait encore une fois beaucoup de chiffres, et c'était très parlant et très concret. En plus, là, on peut se dire qu'on a 3/4 des femmes à travailler dans le tourisme, et ça ne se ressent pas des fois sur les scènes des différents événements tourisme. Donc vraiment, dites oui pour prendre la parole. Enfin, juste ça, petit message. S'il vous plaît. Alors, j'avais envie de parler de ça. La charge mentale, ça peut paraître un truc très perso, en fait, juste lié à la vie perso, mais en fait, non. C'est sur tous les pans de la vie. En fait, est-ce que vous savez ce que c'est la charge mentale ? Oui. Oui. Alors c'est quoi ? Bon, c'est le linge fait, c'est les enfants changés, etc. C'est on a pris une bouteille au cas où il y avait les voisins qui passaient. C'est on a souhaité l'anniversaire du petit cousin, l'arrière-petit cousin de notre compagnon. Enfin, non mais on se dit mais pourquoi on pense à toutes ces conneries, sincèrement ? Non mais on se met une charge pas pensable sur plein de choses. Voilà, on va penser à plein de choses, voilà, pour le bon fonctionnement de la maison, pour le bon fonctionnement du foyer. C'est comme si, en fait, les illustrations de Dumas, si vous connaissez, sont super bien faites sur le sujet, sur la charge mentale et la charge émotionnelle. On va se dire, moi, je suis responsable, en fait, du dossier maison, et mon compagnon, ça va être l'exécutant. C'est ça va être lui qui va... Je vais lui dire, fallait que tu me dises. Je vais t'aider. Oui. Et le pire, c'est voilà. En fait, c'est ce dont on parlait avec Cécile. Moi, j'ai plein de copines avec qui on en parle et tout. Ouais, enfin, la charge mentale, oui, enfin moi, j'ai de la chance, j'ai un compagnon qui m'aide.
J'ai de la chance, j'ai un compagnon qui m'aide, mais c'est juste pas possible qu'en termes de vocabulaire, il vous aide pas, il fait, bordel. C'est pas vous qui êtes responsable et lui, il exécute, c'est pas possible ça, non. Il faut même changer aussi notre façon de faire et notre façon de prendre tout sur ses épaules en se disant c'est moi qui vais tout faire, je vais tout faire pour que les enfants soient bien, pour que mon compagnon soit bien. Non, il faut qu'on essaye aussi de changer aussi nos propres façons de penser. Et ça se traduit à un niveau professionnel où parfois avec ses collègues masculins, on est là genre... Non, mais je vais l'aider parce qu'il a plein de choses à penser. C'est une personne très compétente et moi, je ne le suis pas. Donc, je vais faire toutes les tâches de logistique pour l'aider et lui laisser du temps. Bah non, en fait, c'est une personne qui est payée pour son travail, tout comme vous. Et il y a un moment, vous faites votre travail et puis c'est tout, quoi. Et justement, on se dit pourquoi on en parle là. En fait, on se disait aussi... Les femmes, elles peuvent refuser en faire certains postes à responsabilité parce que justement, il y a toute cette charge mentale en se disant « Oh là là, on prend tout à 360 degrés en se disant « Mais en fait, ça ne va pas être possible avec l'ensemble des tâches que j'ai à faire, dans le perso, etc. » Et en plus, si je prends un poste à responsabilité, on peut m'appeler n'importe quand parce que c'est ça en France aussi. On a un deuxième biais, c'est que c'est la culture du n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire que quand on a un poste à responsabilité, ça nous semble... pas idiot que du coup on réponde aux mails pendant les vacances, on réponde au téléphone en dehors des heures de travail, les postes à responsabilité, c'est ça. Donc on a remis le petit graphique là, la part des entreprises qui conviennent qu'occuper un poste à responsabilité exige une disponibilité horaire et géographique totale, 67,9% des gens sont d'accord. Voilà. Donc certaines femmes vont éviter d'avoir des postes à responsabilité parce qu'elles vont se dire en fait ça fait encore plus de choses à penser, ça va encore plus alourdir ma charge mentale sur l'ensemble de ma vie. Donc elles vont refuser ça. Et c'est pour ça on s'est dit c'est aussi un facteur de non-prise de parole à l'oral. Parce qu'on se dit mais en fait, oh là là, mais la charge mentale en plus, mais il faut que je fasse des fiches, il faut que je me prépare, il faut que je répète. On laisse tomber, je préfère pas prendre la parole, ça sera Jean-Michel. On avait aussi envie de dire, ça vient aussi de notre éducation, tout ça. En fait, je sais pas, oui, depuis, je vous laisse regarder la petite illustration, mais en fait, depuis qu'on est à l'école, c'est généralement bien vu aussi les hommes qui prennent la parole. En fait, non, c'est même pas ça, c'est les femmes, en fait, elles demandent à prendre la parole. Les hommes la prennent. C'est à peu près ça. À l'éducation, à l'école, etc., les garçons, ils vont plus couper la parole, ils vont plus s'exprimer assez librement, alors que les femmes, elles n'aiment pas transgresser les règles. Et de toute façon, de toute manière, les filles, on va très vite les remettre dans le rang, en fait, à l'école. Si elles parlent sur les propos de quelqu'un d'autre, si, en fait, elles ne parlent pas quand il faut, ça va être très vite plus sanctionné que pour les petits garçons. Et c'est ça aussi le problème. J'avais aussi envie de parler d'un autre concept qui est plus compliqué, mais le rapport au corps, en fait. C'est aussi, les femmes, on a un rapport au corps plus compliqué. Parce que déjà, on se scrute corporellement les unes les autres. Quand on regarde sur scène, oh, voyons, elle a pris du poids. Elle n'a pas fait gaffe. Elle a fait sur le pâté, là. Allez. Non, mais on a tout ça. Les petits fours de la soirée. C'est ça. Et on est terrible entre nous. Parce que nous-mêmes, on a une sorte d'autocensure où on se dit « Oh là là, je vais pas être à l'aise là quand je vais parler avec mes bras, avec mes machins, mon corps. » Et nous, en plus, le corps, c'est visible en fait tout le temps, à tout moment de la vie. C'est-à-dire qu'on a la puberté, la grossesse, la ménopause, où on a des effets sur nos corps, c'est visible. Les hommes, en fait, ils peuvent plus avoir ce côté désincarné avec leur corps. C'est pas grave, ils peuvent faire sans. Même si, bien sûr, il reste aussi des fois un peu de manière compliquée, mais nous, c'est toujours avec ça. Et en plus, ce que je disais, on se scrute. On se dit nous-mêmes, oh là là, je ne suis pas à l'aise. En plus, on se dit que les autres vont nous juger parce qu'on sait comment on est. On sait que nous-mêmes, on regarde comment la personne est habillée, comment elle parle, nanana. Moi, j'avais prévu 4 tenues pour ce matin. Je me suis décidée que ce matin parce que j'étais pas certaine. On est tous comme ça. Donc, c'est ça, où on est vraiment... faut qu'on arrête aussi, c'est ce qu'on avait envie de se dire ce matin, il faut aussi qu'on ait de la sororité. Et de l'empathie entre nous, entre femmes, qu'on arrête d'être aussi dur. Parce qu'en plus, quand on prend la parole, des fois, on entend des retours, des fois, « Oh, bah, elle était pas bonne. Oh, elle était pas bonne. Oh là là, elle était pas à l'aise et tout. » Allez, de l'empathie, les meufs, de l'empathie, quoi. Et puis pas jolie, en plus. Ça, pas... Et elle transpirait, c'était dégueulasse. Voilà, on vous fait passer tout ça. Mais il y a un rapport au corps qui est aussi
important. Donc voilà, quand on passera moins de temps en fait à se scruter les unes les autres, à se scruter soi-même en se disant là j'ai grossi, j'espère que ça sera pas machin. Non, et ben on passera du temps sur autre chose. Donc voilà. Vous croyez que Jean-Michel, 57 ans, bedonnant, il se dit oh tiens j'ai pris un peu de poids, je vais peut-être pas prendre la parole à cet événement. Non, il s'en fout. Il est chauve, il rien qui va, mais lui, il sait que ce qu'il a à dire c'est important et le reste, il s'en fout complètement. Là, on a émis aussi une citation d'Isabelle Collet. « Les bébés de sexe féminin sont pourtant plus amenés que leurs homologues masculins à développer une communication verbale, mais ces capacités langagières précoces, attention, ça donne mal à la tête, ne leur donneraient pas accès à la prise de parole en public par la suite. Car le problème n'est pas de parler, mais de s'autoriser à être visible par la parole. » C'est ça aussi. Il y a tout ça qu'on emmène en fait dans une prise de parole. Notre charge mentale, notre corps, notre tout. Et ça, c'est assez lourd. L'espace public, c'est dangereux pour les femmes, de manière générale. Et c'est un frein, un vrai frein à se dire bah, je vais me rendre visible et je vais être la cible de centaines de regards. Alors, dans notre cas, un petit peu moins. Et de se multiplier par le replay. et de se dire qu'on est au centre et on est visible et les gens vont nous scruter, les gens vont nous juger. Et c'est dans les conseils, j'anticipe un petit peu, mais on est toujours le pire juge de soi-même. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Jamais, moi, je me suis jamais dit oh, mais je me souviens aux ET15, telle femme, elle a intervenu. À un moment, elle a buté sur un mot. Oh, horrible. Pire prise de parole de toute ma vie. Tout le monde s'en fout. Personne s'en souvient. Et à la limite, on est plus dans l'empathie de se dire ah merde, c'est un exercice hyper compliqué qu'autre chose. Et on s'en fout, on s'en souvient pas vraiment. Ne pensez pas que les gens vont avoir des replays, des photos de vous partout en se disant elle, sa prise de parole, elle était mauvaise. Pas du tout. C'est nul. C'est-à-dire, même à l'école de tes enfants, t'arrives, oh, elle est nulle, il jette des cailloux et tout. Non, c'est bon. Oh là là, elle a fait une prise de parole nulle. Ah, on avait envie de lire ça, un petit extrait du manuel de la parfaite épouse. Non, parce que ça fait du bien aussi de se rappeler les vraies valeurs, en fait. On a hésité à le faire et on s'est dit franchement c'est trop marrant. Alors on se dit oui mais ça c'était en l'an 1112, c'était il y a longtemps, c'était il y a pas si longtemps et on traîne encore des trucs de société de ce truc là. Je pense que vous le connaissez tous parce qu'il est assez mythique. Peu importe ce dont vous avez besoin de parler avec votre mari, et comment ça vous importe, le moment de son arrivée à la maison n'est pas le bon moment pour le faire. Ces sujets de conversation sont plus importants, donc laissez-le parler en premier. C'était ça un peu la mentalité à une certaine époque. Donc ça, on avait envie de le dire. Et une deuxième citation aussi qui est tout aussi sympathique. Ça, voilà, vous allez vous en souvenir toute votre vie. À un moment, elle a bugué, elle a mis du temps. Toute votre vie, c'est fini. Vous allez se dire, c'est pas quelqu'un de bien, fondamentalement. Ah, merci, ça m'aide. En plus, je le retrouve pas. Désolé, je le retrouve pas, désolé. Moi, je le retrouve pas. Pardon, on le remontrera. T'excuseras jamais. Mais en fait, c'est un manuel où, en gros, la base, c'est les femmes doivent se taire, écouter les autres, écouter ceux qui les entourent, leurs enfants, leurs maris, et en fait, ne pas prendre la parole, ne pas prendre l'espace, et juste se dire que ce qu'elles ont à dire est moins important que ce qu'un homme aurait à dire. Et ça, c'est des vrais trucs qui sont encore ancrés de manière vraiment structurelle dans chacune de nous, je pense, de se dire que nous, ce qu'on a à dire, c'est moins important. Pourquoi ? Et puis après, juste pour finir sur l'éducation, on nous a quand même appris plus à être sage, discrète. À être pour le bien-être collectif. Que tout le monde soit bien, qu'on fasse attention aux autres. On nous invite souvent et on nous éduque assez vite, en fait, à être maman. À avoir même un comportement de maman, même si on n'a pas d'enfant, attention, mais d'être maternante en fait, de vraiment essayer de faire attention à tout le monde, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on ose moins s'imposer aussi à l'oral, parce qu'on souhaite toujours que les gens soient bien. Il y a beaucoup de femmes qui sont animatrices par exemple, parce que on souhaite faire écouter les autres, faire prendre la parole, être dans l'empathie, être dans l'emphase aussi avec les gens.
on a envie de partager ça. On voit l'heure qui tourne et on avait envie vachement de vous faire des exercices d'impro parce qu'on a envie de s'éclater ce matin. En fait. Enfin, voilà. On avait envie aussi de se réveiller un peu tous ensemble. Donc voilà, de la sororité bordel, vous l'aurez compris. Donc vraiment, vraiment, s'il y a un truc à retenir ce matin, vous avez peut-être trop mal à la tête, voilà, vous en foutez peut-être de ce qu'on dit depuis le début, mais juste de la sororité. Voilà. On avait prévu initialement un petit moment assieds-toi, faut que je te parle, où on échangeait en fait un petit peu là-dessus, vos ressentis, etc. Je ne sais pas si on va avoir le temps, on va peut-être faire les exercices et voir si on a le temps après. L'idée c'était voilà, d'avoir aussi vos ressentis, que vous puissiez vous exprimer sur des situations que vous avez vécues et des biais que vous pouvez avoir dont vous vous rendez compte ou dont vous avez déjà conscience et que vous essayez de lutter activement contre au quotidien. C'est un mal. Ouais. Ah ouais, non mais ça, en plus elle a son 3e enfant, ça l'a déformé, mon Dieu. Non, mais bien sûr. Alors en vrai, vraiment, on va commencer juste par un petit exercice d'impro. Alors on ne savait pas trop combien on allait être, donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse peut-être par petite brochette de rang. Chacun dise son prénom, fort, voilà, à haute voix, et mettre un geste positif, ou en tout cas qui le personnalise. Voilà, vous pouvez faire, je sais pas, moi je vais mettre Claire, yeah, voilà. Tu vois, vous faites chacun un petit geste, et là on va faire par rang pour juste un peu, voilà, se dire, on a confiance en nous, et puis on écoute les autres, on est dans l'écoute de soi. Enfin, on a envie de faire un premier exercice comme ça. Alors désolé pour ceux qui voulaient rester dans leur coin, ça va pas être aujourd'hui. Changez d'atelier maintenant. Voilà. Donc on va commencer peut-être par le premier rang. Vous allez toutes dire votre prénom à 3, et vous allez faire un geste qui vous caractérise, qui vous personnalise. Ouais, en même temps. C'est maintenant. Allez, 1, 2, 3. Cool. Avec ce petit geste, c'est trop mignon. Bon, 2e rang. Allez, on y va. Un geste qui vous caractérise, votre prénom. 1, 2, 3. Ouh là là, donc, les hommes jouent pas le oh jeu. Là là. Ouh là là, qu'on les boue. Ouais. Sébastien, c'est juste l'enfer. Ah. Ça peut être un petit haussement d'épaule. Alors, on ne l'a pas ressorti, mais c'est une expérience biologique, ça aussi. Les hommes entendent moins les voix de femmes. Et ça, c'est depuis... Non, mais c'est vrai. Ben, voilà, alors, ça. Parce qu'il y a des complexités. Il y a des complexités sonores qu'ils ont du mal. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est horrible. Donc voilà, je te renverrai la petite expérience. Bon, ok. Alors, 3e rang, vous allez donner votre prénom et vous allez mettre un petit geste qui vous caractérise. 1, 2, 3, pardon. Cool. Ok. 4e rang, alors là, vous êtes moins. Ah bah, fallait pas se mettre seul et isolé. Ah, ouais. On vous avait dit de venir devant. C'est ça. Donc, 4e rang, on donne son prénom, on met un petit geste. 1, 2, 3. Ok, cool. Ensuite, le 5e rang. 1, 2, 3. Mais il faut y aller, hein. On y va, les meufs, hein. On parle fort, hein. On s'impose, là, hein. Allez, je ne sais même plus quel rang. Celui d'après, 6, ok. 1, 2, 3. Ouais, c'est bien, de plus en plus. Allez, 8e rang. 1, 2, 3. Ouais. Alors, de la sororité. Ok, cool. Le rang d'après. 1, 2, 3. Ouais, cool. Alors, ouais, après, solo. C'est ton moment, meuf. 1, 2, 3. Ok, cool. Le rang d'après, 1, 2, 3. Le rang suivant, 1, 2, 3. Ok. Et le dernier rang, parce que là, vous allez parler super fort. 1, 2, 3. Cool, voilà. Ouais, c'est cool. On peut s'applaudir parce que ça fait du bien. Alors, on a envie de vous proposer un autre truc aussi, de vous regrouper par 3 ou 4. Là, voilà, par des gens que vous ne connaissez pas, en fait. Et en fait, l'idée, c'est que chacun se présente, mais avec un métier imaginaire. Vous pouvez donner votre prénom, hein, votre vrai prénom, votre nom. Mais par exemple, bon, ok. Je suis Claire Louera, bonjour, je suis chanteuse de variété. Là, je reviens d'un congrès avec Patrick Sébastien. On s'est vraiment éclaté, duo, génial. Et vraiment, mais il faut que vous le teniez jusqu'au bout. L'idée, c'est que vous vous présentez les uns les autres, mais avec un métier imaginaire, un truc, voilà, un délire, je ne sais pas, éleveur de thon, enfin ce que vous voulez.
Mais vraiment, l'idée, c'est de délirer. Voilà, vous vous présentez à 3-4. Chacun se présente, nom, prénom, et puis un métier imaginaire. Donc, mettez-vous parti, j'allais dire en tas de cons, mais non, mais en 3-4. Mais voilà, et puis l'idée, c'est que vous vous présentez, vous imaginez un métier, et on va passer un peu dans les rangs. Et puis voilà, l'idée, c'est de s'éclater un peu fun. Alors, j'espère que vous avez tous, toutes, et tous trois, que vous avez eu le temps de tous vous présenter et de vous marrer. Vous avez vu un peu, genre dans une assemblée féminine, on demande la parole, tout le monde se tait à peu près. Là, sinon, je serais encore avec des mecs. Oh, donc, je voulais dire que... Donc voilà, hein, on voit un petit peu, on suit plus les règles. Donc, je vous invite à vous rasseoir. Ça fait du bien aussi de se marrer un peu. Puis en fait, juste, voilà, d'inventer un métier, puis de se dire, ouais, c'est ça mon métier. Ça vous donne peut-être envie de faire d'autres choses, en fait, dans votre carrière. Donc voilà, on avait prévu un autre exercice d'impro, mais en fait, comme on disait avec Cécile ce matin, on avait plein de choses à vous dire. En fait, on aurait eu envie de faire plein de trucs, mais on n'a qu'une heure, donc voilà, tant pis. On va passer sur le 3e temps d'impro. En fait, ce qu'on avait envie de faire, c'est vous partager nos conseils, nos tips, enfin ceux avec quoi nous on fonctionne quand on prend la parole à l'oral, et puis après qu'on partage avec vous. Si vous aussi vous avez des conseils ou des choses en vous disant, ouais, moi je sais que quand je prends la parole, à chaque fois, j'ouvre ma braguette et je sais que non mais le truc de Malcolm. Enfin, c'est des trucs porte-bonheur. Enfin, bon, voilà, tu te dis peut-être il y a des tips qu'on partage. Mais voilà, enfin, l'idée, c'est vraiment de partager ensemble. Donc, on retient... bah oui, on a tous l'image où il a juste créé un mouvement, un nouveau mouvement de prise de parole, les braguettes ouvertes. C'est ça. Je sais pas si c'est le bon truc. Bon, bref. Le premier conseil, c'est de se dire que la standardisation, c'est pas toujours une bonne chose. De se dire qu'on est quand on fait une prise de parole, d'être très carré, très lisse, de pas laisser voir ses émotions, pas laisser voir quand on se gourre, alors qu'on peut en rire et que c'est ok et que tout va bien, et de se dire que des choses qui sont trop standards, trop lisses, trop scolaires en fait, et trop dans les règles, mais parfois c'est pas les prises de parole les plus impactantes, c'est pas celles qui nous touchent, c'est pas celles dont on se souvient, c'est celles où justement il y a eu un échange, il y a eu une discussion, on a rigolé, on a eu des émotions, et pour ça il faut sortir de cette standardisation et de mettre un peu de soi dans sa prise de parole, de mettre un peu de personnel et se mettre un peu en danger du coup là-dessus. Quand on voit les formats TEDx, en fait, voilà. Au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Il faut marcher dans l'espace, être un peu aérien, se poser, machin. Bon, ouais, insupportable. On fait comme on a envie, en fait, comme on est à l'aise. Au bout d'un moment, moi, j'en peux plus, en fait, des mêmes prises de parole. Alors, désolé pour le petit jeune homme hier, mais voilà, très polissés. C'est pas possible, en fait. Moi, j'ai envie de voir autre chose. Je sais pas vous, mais vraiment, on a envie de... La nana qui était hier, qui a pris la parole sur le Tour de France en vélo, mais elle était pétillante, simple, ça faisait du bien, quoi, en fait. On avait l'impression, j'ai envie d'être sa pote, quoi, elle est trop cool. Enfin voilà, juste de la sincérité dans le propos, on avait envie de dire ça. Alors, avoir confiance en soi ne veut pas dire être arrogante. Mais c'est comme si, en fait, t'arrivais chez le garagiste, et en fait, tu disais, ah non, par contre, mon poteau, il est beaucoup mieux que moi. Il faudrait vraiment aller au garage d'à côté, là. Vraiment, il est beaucoup plus expert que moi. Donc, non, il faut arrêter, il faut être juste en confiance avec son expérience, son expertise. Il faut avoir confiance en soi, c'est facile de le dire, mais en fait, au bout d'un moment, il ne faut pas prendre ça pour de l'arrogance, il ne faut pas être modeste, il faut arrêter d'être modeste, il faut dire aussi ce sur quoi on est forte, et puis l'exprimer, quoi. On le disait tout à l'heure, on est toujours son juge le plus sévère, soyez indulgent avec vous-même. C'est important de se dire que personne vous jugera aussi fort que ce que vous vous jugez quand vous vous regardez de l'intérieur. C'est une évidence, c'est une certitude, et l'oubliez jamais. Alors tout le monde se plante, sauf ceux et celles qui n'ont jamais rien fait, comme dit le grand-père ou la grand-mère, voilà, tout le monde se plante. Et bien c'est vrai, mais au bout d'un moment, c'est pas très grave si au tout départ, vous faites des premières prises de parole et vous bégayez un peu, vous n'êtes pas à l'aise et tout, on s'en fout, on fait. Et c'est ça qui est l'important en fait, c'est l'exercice qui est important. C'est pas grave si on se plante un peu et tout, on s'en fout, tout le monde aura oublié à la fin de la journée très certainement, on a plein de choses à penser, on est sollicité par 10 000 choses, donc vraiment, faut se le tenter. Et puis profitez-en justement pour créer du lien avec les gens qui vous écoutent, de dire « Ah merde, je me suis plantée ». C'est ok de se dire « Bon, j'ai eu un blanc, oups, on rebondit », et en fait ça permet de créer un lien et de l'empathie aussi. Écrite, répétée, intégrée. J'étais la spécialiste des fiches quand je faisais des partiels à la fac. Je crois que je faisais une fiche, après une deuxième fiche de fiche et une troisième fiche de fiche. Mais ça, vraiment, si vous...
moi, je trouve ça important, en tout cas, je fonctionne comme ça, vraiment d'écrire tout ce que j'ai à dire. Et puis après, l'idée, c'est de le répéter plusieurs fois. Et puis après, en fait, plus ça va, plus on s'approprie la matière et on n'a plus besoin d'avoir en fait cet outil-là. On peut aussi quand même garder quelques notes ou voilà quelques mots-clés. Chacun fonctionne comme il veut, mais c'est vrai que c'est bien, enfin, moi, à mon sens, c'est comme ça que je fonctionne, c'est beaucoup d'écrire la prise de parole. Et puis après, comme ça permet d'être un peu plus naturel, en fait, quand c'est travaillé. On le disait tout à l'heure, de ne pas de se laisser emporter par sa charge mentale ou émotionnelle. La prise de parole, ça véhicule beaucoup ça. Et il ne faut pas que ce soit un trop grand frein et de se dire « Ah ouais, mais du coup, je prends la parole, donc je vais devoir organiser ça, faire ça en plus. Et en plus, il va falloir que je pense à comment je m'habille parce que les autres vont me juger de ouf. » Et en fait, c'est ça, en fait, tous ces trucs-là qui s'accumulent et qui font qu'une simple, entre guillemets, prise de parole devient une espèce de montagne insurmontable et on n'y va pas parce qu'on dit « Attends, mais c'est une montagne, t'es ouf ou quoi, je vais pas la monter ?» Alors que c'est un caillou de rien du tout et qu'on l'enrobe de plein de choses autour de ça aussi. Ça ne se passera jamais comme on pense, arrêtez d'être dans sa tête. Moi, ce matin, je m'étais dit, je vais trouver du premier coup les citations et tout, je vais leur dire, les gens vont m'applaudir, ils vont se mettre debout, ils vont tous faire, ouais, voilà. Ah, c'est cool. Mais en même temps, et j'avais aussi le scénario catastrophe, quoi. Là, on n'a personne, on se retrouve comme deux glandus avec Cécile, et là, on est en discussion, quoi. Et on se dit, il n'y a personne. Et ben voilà, on a imaginé aussi le scénario catastrophe. Donc au bout d'un moment, on arrête d'être dans sa tête, on se dit on est juste dans le moment présent, on profite, on kiffe. Et du coup, être à 100% dans le présent du moment de votre prise de parole, de ne pas penser à l'après. Alors là, j'ai dit ça, et du coup, après, ils vont aller sur le site des ET pour les sondages, ils vont mettre 2 parce que c'était nul. Et en fait, quand vous pensez à ça dans un coin de votre tête, l'autre coin de votre tête, il sait plus ce qu'il dit au micro, en fait. Et de se dire que vous êtes dans le moment présent, et c'est hyper dur à faire de ne pas penser à l'après. Enfin, là, en même temps que je vous parle, je pense à ce que vous pensez de moi et à ce que vous allez... Enfin, c'est un cercle sans fin. Et de se dire, non, en fait, j'ai envie de kiffer ma prise de parole, j'ai envie d'être là, j'ai envie de raconter des choses aux gens, j'ai envie d'exprimer ce que j'ai à leur exprimer. Et ça passe par le fait de mettre un petit peu en off tous ces voix de jugement et de l'après et de l'anticipation et juste d'être présent dans le moment de votre prise de parole parce que c'est un truc hyper flippant mais hyper cool à faire. Vous avez des tips, des conseils, des questions, des remarques, envie de partager des trucs choses cool à dire. Ah, ok, cool. Du coup, je suis assez intéressée par le sujet de la prise de parole féminine et par le féminisme. Donc, j'ai eu la chance de participer à Nantes au Printemps des Fameuses qui a plusieurs années d'avant. Je vous conseille, je pense que le site internet est toujours actif et qu'il y a des vidéos hyper intéressantes de plein de personnes qui ont pris la parole sur tous les aspects de la place de la femme dans la société, dans le travail, dans plein de choses. Et c'est tellement nourrissant, régénérant. Ça aide aussi à prendre confiance, je trouve, d'avoir toutes ces prises de parole et de se rendre compte que voilà, tout ça c'est construit en fait. La domination masculine, elle est construite et qu'elle doit se déconstruire. Et voilà. Donc je voulais conseiller ça. Le Printemps des Fameuses. Ça s'est passé à Nantes. Il y a plein de vidéos en ligne hyper intéressantes. Voilà. Donc je recommande ça. Je recommande aussi Noémie Delattre, qui est une humoriste qui m'a fait beaucoup rire. Et j'ai beaucoup aimé une intervention au Printemps des Fameuses qui disait que, en fait, il n'y a pas une femme, il y a des femmes aussi. Et que on peut être femme et pluriel, en fait. Ça ne nous détermine pas d'être femme. Voilà. Et c'est important, je trouve, de le rappeler parce que des fois, on a tendance, en voulant faire corps aussi, pour se sentir plus forte, à s'abstenir d'être qui on est. Et voilà. Donc ça, c'était votre deuxième truc. Et je vais mettre un troisième truc que j'ai mangé en cours de route. Je recommande chaudement la lecture des livres de Mona Chollet. Voilà, c'est hyper intéressant. Il y a son livre Sorcière et son livre... et elle a une approche sociologique à la fois, technique, hyper documentée et tout ça, mais aussi sensible. Et voilà, tout ça, c'est nourrissant, réjouissant et voilà, ça donne envie d'y aller dans la vie et de prendre pleinement notre place tout en laissant aux hommes la leur. Voilà, et je pense qu'on a les femmes et les hommes, et je regrette qu'il n'y en ait pas beaucoup ici, tout à gagner à changer les choses. Voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres choses ?
Ah. Ouais, moi je voulais juste parler d'un jeu que j'ai découvert qui s'appelle Moi c'est Madame. C'est un peu le blanc manger coco, mais version riposte misogyne. Et j'y ai joué avec des hommes. Il y a notamment des cartes dessiner le sextoy du futur ou dessiner un clitoris, donc c'est assez drôle. Alors déjà que les femmes connaissent mal leur corps, et encore plus drôle quand ça se passe avec des hommes. Et je l'ai fait dans le cadre professionnel avec mes futurs collègues la semaine dernière. Il y a une petite gêne de « t'as déjà vécu ça ?» Je dis « les cartes qui sont là, parce qu'il y a des cartes travail, il y a des cartes en couple, il y a des cartes dans la rue, etc. » J'ai mis toutes celles du bureau de côté et j'ai appris les ripostes un peu par cœur, et maintenant j'aime bien riposter. Et sur Instagram, elles t'apprennent justement à sortir la meilleure carte selon le contexte. Et du coup, c'est très drôle et ça permet de se former sur la riposte misogyne. Moi, c'est Madame. Si, moi j'en profite, comme le micro passe par moi et que la prise de parole, il faut y croire. Moi, je suis d'une nature plutôt très extravertie. Pour les personnes qui me connaissent aujourd'hui, j'ai aucun problème à prendre la parole. J'aime beaucoup ça. Et je sais quand même que c'est très ancré, tout ce qu'on vient de dire. Il y a un truc que j'avais envie de dire aussi, c'est que nous, on met au monde. Et ça, c'est une grosse différence vis-à-vis des hommes. C'est que de fait, on est responsable de tellement de choses qu'effectivement, il y a eu plus de place pour l'homme dans la société pour qu'il, lui, soit responsable de plein d'autres choses. On reste quand même très différents. Et en fait, il faut effectivement s'imposer. Et moi, j'ai commencé, et aujourd'hui, j'arrive à être à l'aise en faisant semblant, en me faisant pas confiance, parce que je me faisais pas confiance, mais en faisant croire à l'autre que j'étais sûre de moi, ce qui était un peu bizarre. Mais ça a marché. Alors après, c'est l'expérience, en fait. Il faut se jeter à l'eau, il faut le faire, il faut le refaire, et il faut se faire confiance. J'ai bien aimé votre message là-dessus. Ah, merci. Il y a d'autres choses que vous voulez partager? Ouais. Merci. Moi, c'était pour rebondir sur la sororité, parce que j'ai souvent des prises de parole, soit en ligne, soit en public. Et en fait, après, je reçois souvent des messages de femmes « Ah, c'était cool, bravo » et tout. Et du coup, c'est des petits trucs, mais ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'il faut qu'on s'encourage de plus en plus quand une femme prend la parole, à lui dire. Et ça motive vraiment et ça m'aide, quoi. Donc, voilà. Ah, merci. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui va ajouter quelque chose? Les hommes? Ça va? Ça va? Ok. Merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à cet atelier. Nous, on a vraiment pris du plaisir à l'organiser. Enfin voilà, à réfléchir. On se disait plus, là, on a plein de trucs à dire. Enfin bon, voilà. On se dit, on a encore plein de choses à dire, mais l'année prochaine, on fera une journée entière en fait aux ET. Donc voilà. Donc comme ça, ce sera ok. Mais vraiment, on est vraiment super contente voilà, de votre présence. On s'est vraiment éclaté à l'organiser, à y réfléchir et tout. Et merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci tout le monde.